Aujourd'hui, on va parler d'un objet bien particulier, une poupée, mais pas n'importe laquelle. Son histoire, la voici, du moins celle qui m'a été rapportée. Après le décès de ses parents, l'enfant d'un couple entreprend de vider la maison familiale. Une maison restée fermée depuis longtemps. Trop longtemps. Au fond du grenier, là où on entasse ce qu'on ne veut plus voir, il soulève un vieux drap jauni. En dessous, il découvre une petite cage métallique. Aide-moi, je t'en supplie. À l'intérieur repose une poupée, ni véritablement ancienne, ni vraiment récente, comme si elle n'appartenait à aucune époque précise. L'un de ses pieds est brisé, puis grossièrement recollé. Un geste maladroit, pressé, presque nerveux. Intrigué, il décide de la garder. Pas par attachement, pas par affection, plutôt par curiosité. Les premiers jours, il ne se passe rien. Puis, lentement, des choses étranges commencent à apparaître. Ma cage, il faut que j'y retourne. Vite. Et parfois, sans raison apparente, cette sensation diffuse qu'une atmosphère plus lourde s'installe autour d'elle. Bientôt, il sera trop tard. Rien de spectaculaire, rien de franchement alarmant, mais suffisamment troublant pour que l'idée s'installe. La poupée pourtant n'a rien d'effrayant, elle ne bouge pas, elle ne tombe pas, elle ne change pas de place. La nuit, elle ne produit aucun son inquiétant. Approche, j'ai quelque chose à te montrer. Et pourtant, un détail ne cesse de revenir. Pourquoi était-elle enfermée dans une cage? Pas posée sur une étagère, pas rangée dans un carton, enfermée, comme si quelqu'un avait voulu la retenir, ou bien empêcher quelque chose. Elle reste là, immobile, silencieuse. Mais ce silence n'est pas rassurant, il est pesant, insistant. Et peu à peu, une idée finit par s'imposer. Et si cette poupée, sans jamais agir directement, avait malgré tout le pouvoir de déclencher quelque chose? Mal à l'aise, l'enfant finit par prendre une décision. Il s'en sépare et la met en vente. Le prochain propriétaire, vous le connaissez déjà, c'est moi. Tu m'as trouvé. Et à partir de maintenant, nous allons écrire ensemble une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui commence par un nom. Valentine. En la regardant, sans réfléchir, c'est le premier mot qui m'est venu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça sonne doux. Ou peut-être parce que ça sonne faux. L'histoire de Valentine n'est pas issue d'archives ou de témoignages vérifiables. Elle a été volontairement construite comme un outil expérimental. Le but n'est pas de prouver qu'elle est hantée, mais de tester si le simple fait d'y associer une narration anxiogène peut générer des ressentis, des biais d'interprétation ou des coïncidences perçues comme anormales. Autrement dit, est-ce que l'étiquette hantée suffit à produire des effets? Dans ce premier épisode, on va entamer l'observation de la poupée Valentine. Mais avant ça, je vais revenir sur mes premiers ressentis que j'ai eus lors du déballage, parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant au niveau des odeurs notamment. Ensuite, on lancera l'analyse des tout premiers fichiers de la caméra de surveillance de Valentine, et vous allez voir que, finalement, il y a eu quelques trucs d'intéressants. Seule l'histoire de la poupée Valentine était écrite pour les besoins de l'expérience. La suite ne l'est pas. En l'ouvrant, première surprise, l'odeur, quelque chose de très présent, poudré, un parfum qui me rappelle les armoires anciennes. Dans le carton, des bâtons d'encens, peut-être pour renforcer l'ambiance ou dissimuler une autre odeur. Et puis je la vois, la poupée, enfermée dans une cage. Dès lors, une première question me vient à l'esprit. Pourquoi la mettre en cage? Est-ce que c'est un effet marketing, une croyance du vendeur, une sécurité symbolique? Est-ce que la cage sert à contenir une entité, ou simplement notre imaginaire?
Dans ce premier épisode, je me suis simplement dit « Et si on commençait par observer Valentine dans le calme ?» J'ai donc installé une caméra fixe, un simple plan face à elle, filmé pendant 48 heures, sans coupure, dans mon bureau. Le but, repérer d'éventuelles anomalies, bruit suspect, changement d'éclairage ou mouvement spontané, pourquoi pas. Mais surtout, voir si notre esprit nous joue des tours. Parce que oui, l'effet d'attente, les biais cognitifs, l'envie d'y croire, tout ça influence notre perception. À partir de maintenant, on entre dans une phase d'observation. Tout ce que vous allez voir repose sur un enregistrement continu en plan fixe et sans mise en scène. J'ai installé une caméra de surveillance qui enregistre la pièce en continu pendant que je n'y suis pas. L'objectif n'est pas de provoquer une réaction, mais simplement d'observer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Pour cette première phase, Valentine est placée dans sa cage. Ce choix n'a rien de symbolique. Il sert uniquement de point de comparaison. Sur les genoux de Valentine, j'ai placé une petite balle à chat. Cette balle s'illumine uniquement lorsqu'elle est physiquement déplacée. Il n'y a pas de son, pas de détection de champ EMF, pas de déclenchement à distance. À sa gauche, j'ai placé une boîte à musique mécanique. Elle ne peut se déclencher que si son mécanisme est actionné manuellement, via la petite manette. Il n'y a pas de moteur, pas d'électronique, pas d'automatisme. À sa droite, j'ai placé un morceau de papier en équilibre sur un clou sous une cloche. L'objectif est d'observer un éventuel mouvement sans contact direct, même à travers cette barrière physique. À partir de maintenant, ce que vous allez voir, soit ça ne montre rien, soit ça a une explication rationnelle, soit on devra accepter de dire on ne sait pas. Voici maintenant ce que la caméra a enregistré. À 5h01 du matin, on observe un léger déplacement de la balle vers la gauche de l'image. Le mouvement est faible, de l'ordre d'1 centimètre environ. La balle ne s'illumine pas, aucune lumière. Ce qui signifie que, selon son fonctionnement, le mouvement n'a pas été suffisant pour déclencher l'éclairage. À ce moment-là, rien d'autre ne bouge dans la scène. À 7h34, la situation est différente. D'abord, il n'y a pas de mouvement visible immédiat. La lumière apparaît avant le déplacement. Puis, dans un second temps, la balle chute plus franchement, environ 3 cm vers l'avant-gauche de la scène. Le mouvement est plus net, plus marqué. La lumière s'éteint ensuite, comme prévu par le fonctionnement de l'objet. Alors pourquoi la balle s'est-elle illuminée sans mouvement visible préalable ? Dysfonctionnement ? Ou est-ce que le système était à sa limite, en quelque sorte, à cause de la chute précédente ? Voilà ce que montre la caméra de surveillance, ni plus ni moins. 2 événements, 2 horaires différents, 2 comportements distincts. Maintenant, il reste une question. Que signifie réellement ce que l'on vient de voir ? C'est exactement ce que nous allons analyser point par point, sans extrapoler et sans tricher avec les images. Analyse technique des rushs de la première nuit. Entre minuit et 7h30, 2 événements ont retenu mon attention. Premier événement à 5h01. La balle à chat chute. Détail important, son capteur de mouvement ne s'active pas. Pour comprendre, il faut observer les 4h30 de vidéo précédant la chute. En accéléré, le phénomène devient visible. La balle n'est pas immobile, elle glisse de façon quasi imperceptible, millimètre par millimètre, sur la courbure des jambes de la poupée. L'équilibre était précaire. Une fois le point de rupture atteint au niveau de l'articulation du genou, la gravité a fait le reste. Second événement, la balle s'allume enfin lors d'un glissement ultérieur. Ici, le capteur a fini par détecter l'inclinaison. L'explication est purement mécanique. Mon meuble est solidaire du mur. Les micro-vibrations du parquet et l'activité naturelle de la maison suffisent à initier ce mouvement sur une surface textile lisse. Aucune anomalie paranormale retenue pour cette première phase. La physique explique l'intégralité des mouvements observés.